Bonjour à tous, bonjour à toutes. Rémi Baucher de Batilab. Nous nous retrouvons pour le deuxième volet de cette série de trois webinaires dédiés à la réglementation environnementale 2020. Donc, cycle de webinaires qui est organisé par l'Adréal Bretagne avec le soutien du CEREMA et de Batilab. Alors, pour ceux d'entre vous qui étaient présents lundi dernier, on a abordé le premier volet qui était le volet énergie. Si vous avez loupé ce premier webinaire, n'hésitez pas à aller sur le site de Batilab. Vous pourrez visionner le replay vidéo et accéder à l'ensemble des présentations partagées par les trois intervenants. Lundi prochain, nous parlerons du volet ACV et bilan carbone. Et aujourd'hui, donc, nous consacrons ce webinaire d'1h30 au volet confort d'été de la RE 2020. Alors, trois intervenants que je vais vous présenter tout de suite et à qui je vais donner la parole. Juste avant, petite règle de fonctionnement. Donc, nous vous invitons à intervenir, c'est-à-dire à poser vos questions par l'intermédiaire du chat et nous ferons le relais auprès des différents intervenants. Donc, en principe, vos micros et caméras sont coupés et c'est normal. Autre précision, le webinaire est enregistré, donc vous le retrouverez en ligne d'ici quelques jours sur le site de Batilab. On vous enverra un petit mail avec le lien pour accéder à celui-ci. Alors, en trois temps, le volet confort d'été qu'on aborde aujourd'hui, tout d'abord avec le cadre réglementaire et un nouvel indicateur que nous présentera Louis Bourru du CEREMA. On donnera ensuite la parole à Laurent Navy de Tribu Énergie, qui nous parlera des leviers d'action pour atteindre l'objectif du confort d'été fixé par cette nouvelle réglementation. Et puis, comme à l'habitude, nous finirons avec un retour d'expérience et c'est aujourd'hui Pierre Béhoud, donc architecte, qui nous partagera un retour d'expérience. Voilà pour cette courte introduction. Et je passe donc maintenant la parole à Louis Bourru du CEREMA pour aborder la question du cadre réglementaire. Oui, bonjour. Du coup, hop, voilà, ça a l'air d'être bon pour le diaporama. Parfait. Alors, donc, charge à moi d'aborder la partie un peu réglementaire et méthode du volet confort d'été. Pour petit rappel, pour ceux qui prendraient ce webinaire sans avoir vu le précédent, la RE 2020 a cinq grands objectifs, pardon. Donc, le premier étant de diminuer l'impact carbone et l'impact sur le climat des bâtiments neufs en prenant en compte le carbone qui sera abordé la semaine prochaine sur tout le cycle de vie du bâtiment. Ensuite, améliorer la performance énergétique, donc en allant plus loin que ce que proposait la RT 2012, avec par exemple une réduction de 30% du BBO qui a été évoqué la semaine dernière sur le volet énergie. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, construire des bâtiments, et que ce soit des logements ou des bâtiments tertiaires adaptés aux conditions climatiques futures, avec, on va le voir, des nouveaux indicateurs pour le confort d'été et de nouveaux fichiers météo. Et deux autres objectifs très importants aussi, la ventilation, la qualité de l'air et essayer de favoriser les matériaux issus du réemploi. Au niveau du calendrier, pour vous faire quelques rappels, donc les dates importantes sont la publication cet été des textes sur le logement et les bureaux pour la méthode en tout cas. Mais on attend la publication des seuils pour les bureaux, bâtiments d'enseignement primaire et secondaire tout prochainement, puisque la réglementation entrera en vigueur au 1er janvier 2022 pour les logements et au 1er juillet 2022 pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, les bâtiments de bureaux, les bâtiments d'école, de collège, de lycée. Et ensuite, on aura au 1er janvier 2023 une application aux extensions de petite taille et aux constructions provisoires et habitations légères de loisirs. Et un peu plus tard, en 2023, l'application aux autres bâtiments tertiaires qui sont encore en cours de calage. Et un renforcement progressif des exigences sur le carbone par la suite. Donc, vous avez ici la jungle des textes réglementaires. Donc, comme je vous l'ai dit, cet été a été publié le décret et l'arrêté sur les bâtiments de logement et qui comporte aussi des indications sur les bâtiments de bureaux et d'enseignement, sur la méthode.
a été mis en concertation le mois dernier les textes sur les bureaux et les bâtiments d'enseignement, et donc il devrait sortir tout prochainement pour être appliqué l'été prochain. Et ensuite, on attend aussi, je sais qu'il y a souvent des questions là-dessus, les textes sur les attestations qui seront exigés au permis de construire et à l'achèvement des travaux, qui ne devraient pas tarder non plus. On guette un peu en ce moment au jour le jour pour voir quand ils vont nous arriver. Alors, pour le sujet du confort d'été d'aujourd'hui, donc les objectifs de l'Aéro 2020, ça sera de mieux prendre en compte l'inconfort en été, en changeant d'indicateur, en abandonnant la TIC au profit d'un indicateur qui s'appellera degré-heure. On aura ensuite, dans cette RE 2020, une meilleure prise en compte des climats caniculaires, puisqu'on a remarqué chaque année, on a de plus en plus de séquences assez chaudes en été, ou voire en mi-saison, et donc il y a un nouveau fichier climatique qui est adopté pour simuler les bâtiments en été. Et la RE 2020 permet aussi de prendre en compte mieux et de manière nouvelle pour certaines technologies, des solutions passives ou peu consommatrices en énergie pour assurer le confort estival, dont on les verra tout à l'heure. Ça peut être des brasseurs d'air, des brise-soleil automatisés, des puits climatiques. Enfin bref, voilà. On va lister tout ça tout à l'heure. Alors, pour vous faire un topo en les principales évolutions par rapport à l'ERT 2012, donc on abandonne la température intérieure conventionnelle qui n'était pas un indicateur tout à fait satisfaisant pour voir si les bâtiments allaient être confortables en été ou au moins réglementaires, au profit donc de ce nouvel indicateur degré-heure d'inconfort que je vais vous expliquer juste après, avec un double seuil bas et haut à respecter, on le verra, et qui peut entraîner l'application d'une consommation de froid pour quand on dépasse le seuil bas. Les scénarios de météo ont été mis à jour et pour le calcul précisément des degrés-heure, on a l'insertion d'une séquence de canicule, comme on va le voir juste après. La semaine dernière, mon collègue Frédéric Vaux vous a expliqué qu'on avait la prise en compte d'un baie au froid systématiquement pour tous les bâtiments, ce qui n'était pas le cas pour la RT 2012 où seuls les bâtiments climatisés avaient un baie de refroidissement qui était compté. Ici, on aura donc tous les bâtiments concernés par ce baie au froid qui va venir se rajouter aux exigences qu'on avait déjà sur le chauffage et l'éclairage. Et puis, on a aussi une meilleure distinction des zones traversantes et non traversantes qu'on n'avait pas forcément avant et qui est aussi une solution pour ventiler les bâtiments et permettre d'assurer le confort d'été. Alors, je vous ai parlé d'un nouveau fichier météo. Donc, effectivement, on a mis en œuvre une séquence caniculaire qui va nous servir à regarder le comportement du bâtiment pour des périodes très chaudes qui à l'avenir vont se multiplier, peut-être même annuellement à l'horizon 2050. Donc ce fichier, là sur le graphique qui est présenté ici, vous voyez la différence de température entre le fichier qu'on avait auparavant dans la RT 2012 et puis, enfin, le fichier météo standard, pardon, et ce fichier canicule. Donc, on va venir mettre entre le 30 juillet et le 15 août une séquence marquée de chaleur qui a entre 5 et 20 degrés de plus que la séquence habituelle pour voir la réponse qu'aura le bâtiment sur cette canicule. Donc ça, c'est uniquement pour le calcul des degrés là, pas pour le calcul des consommations. Alors, ces fameux degrés-heure d'inconfort. Donc, c'est un indicateur qui est nouvellement introduit et qui va regarder la somme des écarts de température entre une température de confort et la température opérative, c'est-à-dire la température qu'on aura dans le groupe du bâtiment et qui représente la température ressentie par l'occupant. Donc, pas simplement la température d'air, mais aussi tout ce qui peut influencer le ressenti de l'occupant. Alors, la comparaison se fait par rapport à une température de confort qu'on dit adaptative, qui est définie à 26 degrés pour la nuit et qui peut être de 26 à 28 degrés le jour selon la température que l'on a eue les jours précédents. C'est-à-dire qu'on considère que le corps humain est capable de s'adapter s'il a fait chaud les jours précédents et de supporter une température un peu plus élevée que 26 degrés, qui peut aller jusqu'à 28. Donc, le logiciel calcule tout ça et nous fait la différence avec la température ressentie dans le bâtiment de bureau ou d'enseignement. Donc, le fichier utilisé est un fichier caniculaire, comme j'ai déjà dit. Et on verra les modalités après de
calcul d'un forfait de froid éventuellement. Donc ça, c'est la définition des degrés heures. C'est comme donc finalement un compteur qui va cumuler chaque degré de dépassement à chaque heure et faire le calcul sur l'année pour voir si le bâtiment est réglementaire ou non. Vous avez un schéma ici qui vous représente en noir la température opérative dans le bâtiment et donc en rouge la température limite de confort qui est implémentée dans le logiciel, qui est de 26 degrés pour les premières heures de la journée et la nuit et qui est de 27 ici dans ce cas-là, puisque les jours précédents, on suppose qu'il a fait chaud. Et donc, la température de confort de jour est fixée ici à 27 degrés. Donc, on va aller regarder à chaque fois que la courbe noire de température dans le bâtiment simulé dépasse la courbe rouge et regarder combien de degrés heure on a à chaque heure. Donc, quand vous avez par exemple 29 degrés 3 à 18 heures, vous avez 2,3 degrés heure qui sont comptés. Ensuite, on les ajoute aux heures suivantes. Donc, chaque dépassement en degrés heure est cumulé pour donner un chiffre pour chaque journée et qui est ensuite totalisé pour l'année. Donc, pour cet exemple, nous avons 16,5 degrés heure sur cette journée qui vont être calculés par le logiciel. Alors, vous voyez en rose qu'on on a enlevé la partie, on n'a pas regardé les degrés heure pour la partie où le bâtiment était inoccupé. Donc ici, on est dans le cas d'un logement, on considère qu'on n'est pas là dans la journée, la semaine. Vous avez ici les autres scénarios pour les bâtiments tertiaires en particulier. Donc les bureaux sont considérés occupés 5 jours par semaine de 9 h à 19 h et sans fermeture pour congé. Quant aux bâtiments d'enseignement, donc là aussi on a des évolutions par rapport à ce qu'on a pu avoir avant. Ils sont considérés comme occupés 5 jours par semaine de 9 h à 18 h pour le primaire et de 9 h à 19 h pour le secondaire, avec une fermeture pendant les vacances scolaires hors été. Donc on a conservé une occupation virtuelle, disons, pour la période estivale qui permet de simuler le confort du bâtiment. Bien sûr, les seuils ont été adaptés au fait que les enfants et les lycéens ne seront pas vraiment présents l'été. Mais c'était vraiment pour voir la réaction à cette séquence caniculaire des bâtiments d'enseignement afin de prévoir ce qui nous attend en 2050, puisque les bâtiments construits dès 2022 sont amenés à durer au moins jusqu'en 2070, bref, comme c'est indiqué dans la durée de vie de référence. Alors, ces degrés heures, comment on va savoir avec le score qu'on va obtenir sur l'année si on est réglementaire ou pas? Alors, vous avez deux seuils qui ont été définis. Un seuil bas de 350 degrés heure valable pour tous les types de bâtiments. Donc, quand on est en dessous de ce seuil, on peut considérer que le confort est assuré en été dans ces bâtiments-là. On n'aura pas de calcul de consommation de froid. Ensuite, vous avez un seuil haut en rouge qui, lui, va varier en fonction du type de bâtiment. Il est par exemple de 1250 degrés heure pour les logements et de différentes valeurs, on va le voir pour les bureaux et l'enseignement. Donc ce seuil haut, c'est celui qu'on doit absolument respecter. Si on est au-dessus, on est non réglementaire et la conception du bâtiment doit être revue. Donc en particulier, on parlait des attestations tout à l'heure, il est probable que au moment du dépôt du permis de construire, un calcul de degrés heure soit demandé au pétitionnaire et au maître d'ouvrage. Et donc, c'est quelque chose à faire très tôt dans la conception du projet, voir s'il va être confortable en été. Et quand on se situe donc entre le seuil bas et le seuil haut, on considère que le bâtiment risque de ne pas être confortable à terme et que les utilisateurs risquent d'installer des climatiseurs mobiles ou dont la performance énergétique n'est pas forcément satisfaisante. Et on ajoute donc un forfait de froid qui va se rajouter au CEP selon les bases que l'on va voir juste après. Donc, c'est un calcul virtuel qui est fait avec un forfait de refroidissement. Alors, autre précision, lors du calcul des degrés heure, on désactive tous les systèmes de refroidissement et de climatisation pour effectuer le calcul de confort dans le bâtiment. Donc, ça va de soi, mais on préfère le préciser. Alors, un petit aparté sur les catégories de bâtiments définies dans la réglementation. Vous verrez apparaître ces catégories-là pour les seuils de degrés heure. Il y a 3 catégories définies.
Alors, la plus courante est, donc la plupart des bâtiments sont en catégorie 1. Ensuite, vous avez la catégorie 2 qui comporte les bâtiments qui, pour des contraintes d'ouverture de fenêtres en zone de bruit, donc ils doivent garder les fenêtres fermées. Donc, les zones BR2 ou BR3 de bruit ne permettent pas l'ouverture des fenêtres. Quand ils sont situés de plus en zone Méditerranée ou arrière-pays méditerranéen, eh bien, on a un seuil de catégorie 2 qui est un peu différent de celui de la plupart des bâtiments. Et enfin, la catégorie 3 qui concerne uniquement les bâtiments climatisés à usage de bureau dont on ne peut pas ouvrir les fenêtres pour cause de différentes réglementations. Ça peut être IGH, ça peut être bruit ou autre chose. On a une catégorie spécialement définie pour ces bâtiments-là. Donc, retenez, la plupart des bâtiments sont en catégorie 1. Je vous ai mis donc ici, dans cette diapositive, les seuils pour le logement. Donc, on ne va pas s'attarder trop dessus vu qu'aujourd'hui, on est sur les bâtiments tertiaires. Mais donc, la plupart des bâtiments de logement ont un seuil haut à ne pas dépasser de 1250 degrés heure, ce qui équivaut environ à plus de degrés en permanence pendant 5 semaines dans le logement. Pour ce qui est du seuil haut des bâtiments d'enseignement, il est de 900 degrés heure pour la plupart des bâtiments d'enseignement en catégorie 1, donc. Et pour les catégories 1 climatisées en zone H2, H3, vous avez un seuil à 1800 et à 2200 en catégorie 2, où on est beaucoup plus contraint puisqu'on ne peut pas ouvrir les fenêtres. Donc le seuil en catégorie 1 enseignement, il correspond à environ 2 degrés en permanence de plus que la température de confort pendant 10 semaines dans le bâtiment. Et pour les bureaux, nous avons un seuil à 1150 pour la plupart des bâtiments. Et vous remarquerez que pour la catégorie 3, nous n'avons pas de seuil défini par la réglementation, puisqu'il est très difficile de respecter cette condition de degré heure sans être climatisé. Alors, je vous ai parlé d'un forfait de froid. Donc, lorsqu'on se situe entre le seuil de 350 degrés heure et la limite haute, donc on est réglementaire, mais on risque d'être inconfortable. Donc, il est appliqué un forfait de refroidissement. Donc, vous avez un exemple ici pour les logements, des consommations de froid qui sont appliquées selon différentes zones climatiques. En bleu, la zone H2B à altitude 0 et en vert, par exemple, la zone méditerranéenne. Donc, plus on va dépasser le seuil de 350 et plus le forfait de froid va être important dans le calcul du CEP. Alors, je passe à des illustrations sur les différents types de bâtiments. Donc, vous avez ici, dans ces tableaux simulés pour différents dépassements de degrés heure, les valeurs de forfait de froid qu'on a d'appliquer dans le CEP. Donc, pour un léger dépassement donc avec 500 degrés heure, on a de 1 à 3 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an qui vont être ajoutés au CEP. Pour un dépassement de 700 degrés heure, donc 350 de plus que le seuil des 350, on peut avoir une majoration de 2 à 7 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Et pour un dépassement beaucoup plus important de 900, donc qui est la limite par exemple pour les bâtiments d'enseignement, vous voyez en Bretagne, en zone H2A, on va avoir une pénalisation, enfin un forfait de froid, de 6,2 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Donc, si on zoome sur la zone bretonne, H2A, on est moins affecté peut-être que d'autres endroits. Donc, en zone méditerranéenne, on peut avoir jusqu'à 10 degrés de forfait de froid qui peuvent être ajoutés. Mais en Bretagne, c'est un peu plus modéré, étant donné les fichiers de température d'été que l'on observe. Alors, il va être abordé ensuite par la présentation de Laurent Mazier et de Nounk, les différentes possibilités et les leviers dont on peut disposer pour améliorer le confort dans les bâtiments en l'été. Je vous présente quand même ici, sur l'exemple des maisons individuelles, on n'est pas forcément la diapo sur les bâtiments de bureau qui allait bien. Donc, on vous donne ici, surtout pour vous montrer le type de solution qui peut être quand même modélisée au moment du calcul des degrés heure. Des solutions soit passives, soit consommant peu d'énergie, donc hors refroidissement par une pompe à chaleur ou par une climatisation. Donc, vous avez la possibilité de mettre des volets roulants à fermeture automatisée, des brises soleil orientables
automatisés, des brasseurs d'air, donc qui sont des ventilateurs qu'on va tout simplement fixer au plafond des différentes pièces et qui peuvent assurer un mouvement d'air qui va faire que la température ressentie dans le bâtiment soit plus confortable. Donc, c'est une histoire de vitesse d'air et de ressenti, puisque la température de l'air ne va pas véritablement changer. C'est vraiment la température ressentie qui change par ce type de dispositif. Et vous avez aussi l'impact d'un puits canadien ou puits méditerranéen, ça dépend comment on l'appelle, où on fait circuler de l'air à travers le sol pour le refroidir avant de l'injecter dans le bâtiment. Et donc, vous avez les dégréeurs en situation standard du bâtiment qui étaient à 683 pour cette maison et qui sont atténués pour certaines solutions de manière assez efficace, en tout cas pour les brise-soleil, les brasseurs d'air et le puits climatique. Donc après, c'est à chaque bâtiment qu'il faut aller voir la solution qui convient et simuler comme ça va être expliqué par Tribu Énergie. Et donc, pour terminer, je vous rappelle que vous pouvez trouver de nombreuses informations sur cette RE 2020, donc sur le site ministériel que vous avez sur la gauche, RT-RE bâtiment. Vous avez un petit guide résumé sur l'impact carbone des bâtiments à destination des élus, des maîtres d'ouvrage, qui est disponible gratuitement sur le site du CEREMA en téléchargement. Vous avez une fiche de décryptage d'une quinzaine de pages qui explique les tenants aboutissants de la RE 2020 et un guide RE 2020 élaboré par le CEREMA pour le ministère qui lui fait une soixantaine, même plus de pages, qui va en détail sur cette réglementation. Et puis, n'hésitez pas à vous former. Donc, on propose au CEREMA des formations sur inscription avec une prochaine formation à Nantes le 30 novembre et à Lille sur le logiciel en janvier. Et je vous invite fortement à vous inscrire au MOOC, donc le cours en ligne dont l'inscription est encore possible. Vous avez les liens ici. Une prochaine session qui va démarrer le 30 novembre, mais l'inscription est possible jusqu'au 30 décembre 2021. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, même si c'est pour voir les sessions plus tard. C'est gratuit et ça vous permet d'avoir des très bonnes présentations sur ce volet-là. Voilà, j'en ai terminé. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, Jean-Maurice Cardon de la Bretagne doit suivre le chat. Peut-être des questions sont-elles déjà arrivées par ce biais-là? J'ai eu quelques questions. Merci pour ta présentation, Louis. Une question concernant les seuils hauts et bas. Donc, tu as exposé un peu les variations sur les seuils hauts et le seuil bas de 350 degrés heure. Fait-il aussi l'objet de modulation géographique peut-être ou c'est le même seuil systématiquement? Alors, le seuil bas, lui, ne va pas bouger, oui, en fonction des zones. D'accord. Une autre question un petit peu sur la même veine, considérant l'aspect géographique des projets. La température de confort entre 26 et 28 degrés Celsius selon l'heure de la journée varie-t-elle en fonction de la situation géographique du projet? Est-ce qu'on peut considérer qu'on peut avoir plus d'inconfort dans le sud peut-être? Il y aurait peut-être plus de chaleur dans le sud que dans le nord, j'imagine. Alors, en fait, ça se fait à travers donc, il n'y a pas de. C'est la même température de confort partout dans le logiciel. Donc, 26 ou 28, quelle que soit la zone. En revanche, oui, on va regarder, c'est à travers le fichier météo qu'on va voir la différence entre les zones. Mais la température de confort, elle reste cantonnée entre 26 et 28 degrés de toute façon, quelle que soit la zone. Et c'est en regardant la température des jours précédents qu'on va peut-être on va être peut-être plus proche des 28 dans les zones chaudes, quoi. D'accord. Également une question là, sur l'aspect occupation et inoccupation des locaux. Donc, tu disais pour l'aspect bureau, on ne prend pas en compte les week-ends dans le calcul. Oui, c'est ça. D'accord. Les 5 jours de la semaine, on prend. Et puis, une question, peut-être plus une crainte, je ne sais pas trop. Au-delà de 350 degrés, on a le droit de climatiser ou non? Donc, je te laisse répondre, je pense que oui, mais… Alors, en fait, le calcul des degrés heure, on veut que le bâtiment il soit confortable au maximum, même en désactivant la clim. Donc, après, cette climatisation n'est pas allumée, disons, dans le logiciel pendant le calcul des degrés heure. Donc, on regarde vraiment si, de par sa conception et puis des systèmes de rafraîchissement un peu consommateurs, on arrive à être confortable. D'accord. Une question technique là, sur l'aspect bardage ventilé. Est-ce que tu peux préciser un petit peu en quoi cela consiste et comment cela a pu être modélisé dans les moteurs? Ah, ça, c'est la question piège pour moi. Je ne sais pas si Laurent sait plus sur cette simulation. Mais oui.
il me semble que c'est sur les barres d'âge ventilées. Ah oui, on t'entend pas par contre, c'est le micro. Mettre l'activation. Oui, sur la modélisation des bardages ventilés, en fait, ça avait été modélisé avec une valeur de facteur solaire de paroi à 0. En fait, on a considéré que le facteur solaire de la paroi opaque était nul par rapport à un facteur solaire de paroi qui peut varier selon ses caractéristiques et notamment sa couleur. Sinon, juste une précision sur la question précédente, sur la question du seuil de degré heure et de la climatisation. On a toujours le droit de climatiser les bâtiments. Je dirais c'est indépendant des degrés heure, le tout étant qu'on soit réglementaire à la fois sur les indicateurs BBio, CEP, CEPNR et DH. Et on peut supposer que si le bâtiment est confortable, on sera amené à moins climatiser, même si on a la possibilité. Peut-être une dernière question. Est-il possible de renseigner d'autres apports internes que ceux prévus par la réglementation? Alors, la réglementation et les calculs qu'on vous expose ici, c'est des calculs réglementaires. Donc, ça ne remplace pas, évidemment, une simulation thermique dynamique qui pourra vous permettre de coller au mieux aux caractéristiques et aux scénarios d'occupation du projet, mais qui est une simulation que vous faites à part pour la conception et améliorer la conception. Ici, vraiment, nous, on est dans la vérification du calcul réglementaire, donc avec des scénarios figés d'occupation et d'apport interne qu'on ne peut pas changer. Mais ça, oui, la simulation thermique dynamique reste un outil très pertinent pour venir en complément des simulations réglementaires. Alors, je crois qu'il y a quelque chose de pas très clair je vois une remarque sur le droit à climatiser. Alors, je ne sais pas si je me suis mal exprimé. Donc, cette limite ça donne de 350 degrés heure, ça ne donne pas un droit ou quoi à climatiser. Hein. C'est juste, de toute façon, comme le dit Laurent, on peut mettre ou non une climatisation. Après, ce qui est fait ici, c'est un calcul de la conception du bâtiment pour regarder s'il est confortable hors système de climatisation. Après, que vous dépassiez ou pas les 350, ça ne change pas grand-chose pour vous. Entendu. Est-ce qu'on passe à la deuxième présentation? Si pas d'autres questions, Didier, peut-être une question complémentaire? Non, je propose qu'on continue. Effectivement, on est parfaitement dans le timing. Alors du coup, on va redonner la parole à Laurent Mazy, donc de Tribu Énergie, responsable du pôle 9 chez Tribu Énergie, qui a notamment contribué aux travaux de préfiguration de la RE 2020, qui va donc parler des leviers d'action pour atteindre les objectifs du confort d'été. Oui, bonjour à tous. Donc, après la présentation, je sais pas, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? C'est parfait. Très bien. Donc, dans cette deuxième phase, en fait, après la présentation générale du nouvel indicateur en degrés heure du confort d'été faite par Louis, je vais vous montrer deux études de cas, en fait, deux sensibilités qu'on a modélisées sur deux types de bâtiments. Un bâtiment d'enseignement à droite et un bâtiment de bureau à gauche. Alors, donc, qui ont les caractéristiques suivantes. Donc, ce sont à gauche un bâtiment de bureau en R+3 d'une surface utile de 3700 m² avec un niveau de parking 65 places, une surface de toiture qui représente à peu près 1300 m², une surface vitrée en façade qui correspond à peu près à 25% de la surface de la façade, un indice de compacité du bâtiment qui fait le rapport entre la surface déperditive, entre toutes les surfaces déperditive du bâtiment et la surface utile qui est de 1,43. Donc, on est plutôt sur un bâtiment qui n'est pas très, très compact. Un bâtiment qui est exposé au bruit BR3. Alors, Louis a expliqué précédemment les zones de bruit dans le cadre des catégories 1, 2 et 3 tout à l'heure. En fait, c'est ce qui va avoir un impact notamment sur les seuils d'exigence en termes de degrés heure, parce qu'en fait, le principe, c'est que si on est en zone de bruit élevée, on va considérer qu'on va avoir moins d'ouverture, qu'on va ouvrir moins souvent les fenêtres que si on est en zone de bruit calme.
Bon, ça se veut plutôt réaliste. Et pour le bâtiment de bureau, je vais vous montrer les cas justement quand on est climatisé ou non climatisé, parce que ça a un impact finalement sur les seuils d'exigence, notamment dans les zones les plus chaudes. Donc, on verra dans les deux cas comment ça se positionne. Et pour le bâtiment d'enseignement, donc on est sur un bâtiment d'enseignement qui fait de l'ordre de 2600 mètres carrés, qui est sur 2 niveaux, donc un étage. On a une surface vitrée en façade qui est relativement voisine, de l'ordre de 27%. Un bâtiment qui est un petit peu plus compact et cette fois qui est en zone de bruit plutôt calme, qui est plus représentatif des bâtiments scolaires et non refroidi, ce qui est aussi plus représentatif de ce type de bâtiment. Donc, alors, je suis désolé parce que ma lumière s'allume et s'éteint en permanence. Le détecteur est ultra sensible. Donc, il est possible que je sois par moment dans le noir. Donc, sur ces deux bâtiments, on a fait un certain nombre de sensibilités à partir d'un projet de base. C'est-à-dire qu'on est parti d'un projet de base qui avait, là en l'occurrence, vous voyez, c'est la première ligne. On a, alors, la couleur pour le bâtiment de bureau, je crois qu'on n'a pas fait la sensibilité, mais vous le verrez sur le bâtiment d'enseignement. Mais par exemple, le bâtiment de base ne comportait pas de casquette en façade. On était en double vitrage dit standard, donc un double vitrage, on va dire, classique. L'ouverture des fenêtres se faisait de façon manuelle et non automatique. Donc, on n'avait pas de mécanisme particulier d'ouverture automatique des baies. On avait un ratio d'ouverture. Alors, ce ratio d'ouverture, c'est quoi? Ça tient compte à la fois de du ratio de surface ouvrable parmi l'ensemble des fenêtres, mais également du type d'ouverture. Si on a une ouverture à la française, par exemple, on va avoir un ratio d'ouverture beaucoup plus élevé que si on est en oscillobattant. Et en coulissant, on sera entre les deux, par exemple. Donc, ça dépend à la fois de la proportion de surface fixe, mais également du type d'ouverture qu'on va avoir. Et ça joue évidemment sur le renouvellement d'air qu'on va permettre d'avoir dans notre bâtiment. Ensuite, on a fait varier le type de protection solaire. Donc, notre projet de base, il est en store intérieur, avec une gestion motorisée, manuelle motorisée en fait. Donc, une gestion assez classique. Ensuite, on a considéré une inertie moyenne, c'est-à-dire qu'on avait un bâtiment qui était ni très inertiel, comme peut l'être un bâtiment tout béton, par exemple, sans faux plafond, isolé par l'extérieur, ni très faible, comme peut l'être, par exemple, un bâtiment à ossature légère, que ce soit ossature métallique ou ossature bois. On a fait varier également l'orientation du bâtiment. En fait, on a modélisé dans le cas de base une orientation majoritaire nord-sud et on a fait une variante en modifiant cette orientation plutôt avec une orientation est-ouest. Et ensuite, on a regardé différents types de systèmes de rafraîchissement passif, en l'occurrence, qui sont ici. Donc, la surventilation mécanique nocturne, donc on ventile en inoccupation la nuit avec la ventilation double flux, en fait. On a modélisé la présence de brasseurs d'air, donc comme Louis vous l'a présenté tout à l'heure sur le cas de la maison. Donc, on a des ventilateurs en plafonnier. Et on a également modélisé un système de rafraîchissement adiabatique, qui est un système qui permet de rafraîchir l'air par évaporation d'eau. En fait, on va avoir un média humide qui, en s'évaporant, en fait, va prélever de l'énergie sur l'air et donc l'air va se rafraîchir. Donc voilà, donc on a fait un certain nombre de variantes et on a regardé en fait comment se positionner les degrés heures pour chacune de ces variantes. Donc on a regardé en zone H2B. Donc en zone H2B, donc ça correspond en gros à la région oui, c'est toujours la région Pays de la Loire d'ailleurs, une partie de la région Centre et la région Poitou-Charentes, donc l'ouest de la France. On a regardé comment se positionner chacun des cas. Notre projet de base, ici, il est à 926 degrés heure. Donc, il est au-dessus du seuil bas qui est à 350, mais il est bien en dessous du seuil haut qui est à 1150.
Donc là, entre guillemets, notre projet de base, il est réglementaire, mais si notre bâtiment n'est pas climatisé, on aura une pénalisation sur la consommation de froid. Et si notre bâtiment est climatisé, de toute façon, on calculera les consommations de clim selon les caractéristiques qu'on a pour la climatisation. En passant de vitrages classiques à des vitrages à contrôle solaire, donc dont les apports en fait, solaires sont beaucoup plus faibles, on voit qu'on diminue quand même de près de 300 degrés heure nos degrés heure, donc c'est loin d'être négligeable. Ici, en passant du projet en passant de store intérieur à des BSO avec une gestion sun tracking. Alors, la gestion sun tracking, c'est quoi? En fait, ce sont des brises soleil dont les lames vont s'incliner en fonction de l'inclinaison du soleil. Donc, en fait, pour permettre d'avoir l'inclinaison optimale à chaque heure de la journée, tout en permettant d'avoir un accès à l'éclairage naturel. Donc là, on tombe même en dessous du seuil de 350. Donc là, ça veut dire que, par exemple, si on n'était pas climatisé, on n'aurait aucune pénalisation sur nos consommations de froid. Ici, on a modélisé la fermeture automatique des baies, donc notamment c'est ouverture, fermeture en fait, automatique des baies. Donc elles peuvent s'ouvrir par exemple la nuit quand il fait plus froid à l'extérieur pour rafraîchir le bâtiment. Donc là, on diminue de plus d'un facteur 2 les degrés heure. La présence de la casquette, donc là, on a modélisé une casquette en façade sud d'une profondeur de 1 mètre pour diminuer en fait, les apports solaires dans le bâtiment. Là, on voit que ça permet un gain de l'ordre de 150, 160 degrés heure. Ici, on a modélisé le cas où les fenêtres ne seraient pas du tout ouvrables. Donc, si jamais notre projet fait l'impasse là-dessus, là, on est clairement non réglementaire. Vous voyez que l'ouverture des fenêtres a un gros impact sur le degré heure. Sans ouverture de fenêtre, on ne peut pas faire grand-chose, d'autant plus sur ce type de bâtiments qui sont des bâtiments dans lesquels on va avoir des apports de chaleur interne très importants via les occupants et via tous les équipements informatiques. Ensuite, on a augmenté le ratio d'ouverture. On était, pour rappel, à 0,4, donc 40% finalement, dans le projet de base. En l'augmentant à 70%, vous voyez qu'on gagne 150 degrés heure. Ce n'est pas négligeable non plus. Donc, ça veut dire que le type d'ouverture et le ratio d'ouverture et la part d'ouverture qu'on va avoir parmi nos menuiseries extérieures a un gros impact sur les degrés. Ensuite, on a fait varier l'orientation d'une orientation majoritaire nord-sud à une orientation est-ouest. Et vous voyez que ce n'est pas négligeable non plus. Et pour le coup, on est plus favorable en orientation nord-sud qu'en orientation est-ouest, ce qui est plutôt logique parce qu'en fait, aux orientations est et ouest, on va le matin et le soir, on va avoir le soleil qui sera rasant et donc qui pénétrera d'autant plus dans le bâtiment. Ensuite, on a modélisé une inertie lourde, donc par davantage d'inertie dans le bâtiment que le projet de base, ce qui nous permet de gagner ici à peu près 110 degrés heure. Ensuite, on a modélisé une surventilation mécanique nocturne. Donc là, on a une surventilation la nuit, en fait, qui va souffler l'air pour permettre de décharger les calories du bâtiment. Vous voyez que ça permet un gain assez substantiel également sur les degrés heure. Ensuite, on a modélisé la présence dans les salles de classe, dans les bureaux et les salles de réunion de brasseurs d'air, donc des ventilateurs en plafonnier, qui permettent de gagner donc plus de 200 degrés heure. Ensuite, donc, on a modélisé un système de rafraîchissement adiabatique, comme je vous parlais tout à l'heure, donc qui diminue drastiquement les degrés heure. Et ensuite, dans les deux dernières variantes, en fait, on a fait des combinaisons de variantes pour voir finalement si les gains s'additionnaient. Alors, les combinaisons, c'est pour la première. Donc, on a combiné la casquette, le double vitrage à contrôle solaire, le ratio d'ouverture amélioré et une inertie plus forte que le projet de base. Et pour la deuxième combinaison, en fait, on a rajouté en plus, on a remplacé les stores intérieurs par les BSO avec cette fameuse gestion sun tracking, gestion automatisée.
Et vous voyez que dans le dernier cas, finalement, on arrive à des degrés heures quasi nuls. Donc, on a beaucoup de leviers d'action comme ça sur lesquels on peut jouer pour optimiser ces degrés heures et à travers ça, le confort d'été du bâtiment. Donc là, je vous présentais les résultats en zone H2B, qui est une zone plutôt médiane à l'échelle de la France en termes de confort d'été. Si on regarde maintenant une zone beaucoup plus chaude, en l'occurrence le pourtour méditerranéen et la Corse, la zone H3, vous voyez que le respect des degrés heures, en fait, est beaucoup plus complexe. Et là, en fait, notre projet de base, qui tout à l'heure était réglementaire, on était à 900 degrés heures de mémoire, ou 926. Là, on est à 3200 degrés heures, ce qui est très supérieur au seuil d'exigence, puisqu'en fait, si mon bâtiment n'est pas climatisé, je devrais respecter un seuil de 1150 degrés heures. Et si mon bâtiment est climatisé, je devrais respecter un seuil de 2600. Et ici, vous avez l'ensemble des variantes qui ne respectent pas cette exigence en supposant que le bâtiment n'est pas climatisé ou en supposant que le bâtiment est climatisé. Alors, c'est un peu complexe. Alors, pourquoi on a des seuils d'exigence qui sont un peu différents selon qu'on est climatisé ou non? Déjà, c'est pour considérer que dans ce type de zone, si on n'est pas climatisé, on a intérêt à s'assurer que le confort d'été est vraiment optimisé, sans quoi il y a un risque énorme pour qu'un système de climatisation soit installé après la livraison du bâtiment. Et d'autre part, on a des leviers d'action qui ne sont pas forcément possibles quand on est climatisé, disons qu'ils n'ont pas forcément de sens. Je pense par exemple au brasseur d'air. Si vous climatisez votre bâtiment, vous n'allez pas forcément en plus rajouter des ventilateurs en plafonnier. Donc les leviers d'action ne sont pas exactement les mêmes. Mais vous voyez que globalement, si vous décidez de ne pas climatiser ce bâtiment dans le sud de la France, vous avez l'ensemble de ces variantes qui vont devoir être optimisées, puisqu'elles sont au-dessus du seuil haut. Et si vous décidez de climatiser le bâtiment, de toute façon, on a ces variantes ici et là, qui ne sont pas réglementaires non plus, qui excèdent la valeur en termes de degrés heures. Donc sur le confort d'été, alors le législateur en fait a voulu avoir un fonctionnement un petit peu différent de ce qu'on avait sur le BBio et le CEP et CEPNR. C'est que on a moins de modulation. On a quand même des modulations, parce que vous voyez qu'ici, quand on est climatisé, on a un seuil à 2600 au lieu de 1150 en zone H2B. Mais le but est globalement que les bâtiments soient confortables, quelle que soit la zone climatique. Et si on doit avoir des leviers d'action plus importants dans certaines zones que dans d'autres, eh bien, il faut les mettre en œuvre. Donc ça, c'était sur le bâtiment de bureau. Ensuite, on a fait le même exercice sur le bâtiment d'enseignement avec un certain nombre de sensibilités. Vous voyez qu'ici, on a rajouté en plus des sensibilités sur la couleur des façades et la couleur de la toiture. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais ça a quand même un petit impact. Et on a rajouté également le cas du puits canadien, puits climatique. Et sur les deux dernières combinaisons, en fait, elles font la combinaison d'un certain nombre de variantes. Sur l'enveloppe, dans le premier cas, donc on a rajouté une casquette, on a une toiture de couleur claire, on a des doubles vitrages à contrôle solaire, un ratio d'ouverture des baies plus élevé, une inertie plus forte. Et dans le dernier cas, on a en plus rajouté du rafraîchissement adiabatique. Donc, si l'on regarde en zone H2B, comme tout à l'heure pour le cas du bureau, notre projet de base est tout juste réglementaire. Vous voyez que le seuil réglementaire ici est à 900 degrés heure. Le seuil bas, lui, est dépassé, sauf dans le dernier cas, pour lesquels on n'aura donc pas de pénalisation sur les consommations de froid si le bâtiment n'est pas climatisé. Vous avez ici les sensibilités. Vous voyez que, par exemple, sur la couleur des murs, de passer d'une couleur claire à une couleur sombre engendre à peu près 40 degrés en plus et fait que le bâtiment ne devient plus réglementaire. À l'inverse, en
choisissant, enfin, en mettant en œuvre une toiture de couleur claire, on diminue de 20 degrés H par rapport au cas de base qui a une couleur sombre. Alors pourquoi il y a une variation si faible? C'est aussi parce que cette couleur va avoir un impact sur le dernier niveau, mais pas forcément sur le rez-de-chaussée. Donc à l'échelle du bâtiment, l'impact n'est pas si énorme que ça. Ensuite, on a modélisé des vitrages à contrôle solaire, donc avec des facteurs solaires plus faibles que pour les doubles vitrages standards, ce qui nous permet un gain de 200 degrés H. Ensuite, on a modélisé des bris de soleil orientables à gestion sun tracking, comme tout à l'heure, qui permet un gain ici de près de 300 degrés H. On a modélisé donc une casquette d'une profondeur de 1 mètre en façade sud. Là, on a un gain de l'ordre de un peu inférieur à 200 degrés H. On a optimisé le ratio d'ouverture des baies, ici à 70%. On tombe à 750 degrés H. On a modifié l'orientation du bâtiment. Ici, on est passé à une orientation est-ouest plutôt que nord-sud. Et ça engendre ici, comme pour le cas du bureau, des degrés H plus importants, de l'ordre de 100 degrés H. On a modélisé une inertie plus forte, qui nous permet ici un gain de 70 degrés H environ. À l'inverse, une inertie plus légère engendre 60 degrés H supplémentaires et fait que le projet ne devient plus réglementaire. On a modélisé également une surventilation mécanique nocturne qui permet de diminuer de l'ordre de 250 degrés H. Des brasseurs d'air, ici qui ont un petit peu moins d'impact, mais qui devraient quand même avoir un impact sur les résultats. Du rafraîchissement adiabatique, là on tombe vraiment au niveau du seuil bas, donc on n'aura pas forcément de pénalisation sur les consommations de froid. Ici, on a modélisé la présence d'un puits climatique, ou un puits canadien, un puits provençal, selon comment on l'appelle. Ici, enfin, on a les deux combinaisons de variantes dont j'ai parlé, qui permettent de réduire de moitié ici, enfin quasi de moitié dans le premier cas, et qui permet de réduire les degrés ici à 140 degrés. Vous voyez, à une valeur beaucoup plus faible et bien inférieure finalement au seuil de déclenchement de cette pénalisation de consommation de froid. Et on a regardé également pour ce bâtiment l'impact sur les consommations énergétiques. Donc pour rappel, on est sur un bâtiment scolaire qui n'est pas climatisé. Donc, en fait, les consommations de froid que vous voyez apparaître ici, en vert, elles viennent d'où? Elles viennent justement de cette pénalisation. C'est-à-dire que plus les degrés H sont élevés, plus on va avoir une pénalisation élevée sur ces consommations de froid. Une espèce de consommation de froid fictive, finalement. Donc, on a regardé quelle était cette pénalisation et puis également l'impact sur les autres postes de consommation de l'ensemble des solutions retenues. Vous voyez que ces consommations de froid, en fait, elles sont directement proportionnelles au degré H, et notamment pour les cas où on est inférieur ou égal à 350 degrés H, elles deviennent nulles, dans les cas ici du rafraîchissement adiabatique et ici de la combinaison. Vous voyez également que certaines variantes, attention, parce qu'on peut optimiser le confort d'été, les degrés H, mais ça a un impact sur d'autres postes. Notamment, par exemple, quand on regarde la surventilation mécanique nocturne ici, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a diminué les degrés H, mais on a très fortement augmenté les consommations de ventilateurs. Puisqu'en fait, on va avoir la ventilation mécanique qui va tourner en permanence en inoccupation, du moins quand on va en avoir besoin pour rafraîchir le bâtiment, quand la température extérieure sera inférieure à la température intérieure. Mais tout ça, ça a un impact sur la consommation de ventilateurs qui explose. On voit qu'on a un doublement en gros de la consommation de ventilateurs et donc ce qui engendre un CEPNR max qui est ici à 65 kWh qui n'est plus respecté. Donc attention parce qu'évidemment chaque sensibilité a également un impact à la fois sur le CEP et le CEPNR et même le BBO. Donc ça c'était en zone H2B. Maintenant, si on regarde le cas de la zone H3 comme sur le cas des bureaux, comme pour les bureaux, en fait, on a un très grand nombre de variantes en fait, qui ne deviennent plus réglementaires et on a la nécessité d'agir, d'optimiser le bâtiment de façon plus importante pour être réglementaire.
Ici, vous voyez que finalement, le seul cas qui respecte l'exigence du seuil de 900 degrés heure, et le dernier cas, en faisant la combinaison de toutes les variantes avec en plus du rafraîchissement adiabatique. Et vous voyez que notre cas de base, il est à 2700 degrés heure pour un seuil d'exigence à 900. Donc évidemment, en fait, le principe en RE 2020 du confort d'été, c'est qu'on ne va pas avoir forcément les mêmes contraintes selon la zone climatique, puisque le but, au final, c'est qu'on soit confortable, quelle que soit la zone climatique dans laquelle on se trouve. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Merci beaucoup. Alors, j'ai vu passer quelques échanges sur le chat. Jean-Maurice? Une question assez générale, en fait, sur la façon dont on va calculer la pénalisation, finalement. On peut résumer ça comme ça, en fait, en cas de dépassement du seuil bas. Alors, la question du calcul de la pénalisation, alors je pense que ça rejoint le diapo qu'avait montré Louis tout à l'heure. En fait, ça se fait au prorata des degrés heure. C'était le slide avec les graphiques qui était affiché tout à l'heure. On voyait, selon la zone climatique et selon les degrés heure, la pénalisation associée. Oui, je me suis permis d'afficher la diapo avec la formule, donc vous pouvez trouver ça dans les textes réglementaires. Là, moi, celle que je vois, c'est la pénalisation du CEP. Alors, c'est juste un peu en dessous. ah oui, non, c'est pas ça qui était. Je pensais que c'était comment était calculé. Ah oui, d'accord, oui. Ouais, mais je pense que c'est peut-être plus explicite sur. Oui, donc alors je vous le remets. Ça marche. Donc ça dépend. Là, c'était l'exemple des maisons individuelles. Voilà. Donc selon la zone climatique, en H3, vous voyez en vert, vous êtes plus pénalisé que dans les autres zones, la pente est plus forte. Et bon, les pentes des droites, elles dépendent du type de bâtiment et donc de la zone climatique et de l'altitude. En fait, alors je ne sais pas si tu as si tu dois avoir la diapo un petit peu avant, deux slides avant, mais je pense que c'est peut-être plus parlant avec les coefficients A et B en fonction de la zone géographique et du type de bâtiment. En fait, on a des coefficients A et B un coefficient A de mémoire qui dépend du type de bâtiment et un coefficient B qui va dépendre de la zone géographique et de l'altitude. Et en fonction de ça, en fait, on va faire la différence avec le seuil bas de 350 et ça va nous donner ce fameux CEP froid. En fait. Effectivement, ça rejoint la formule que tu as montrée tout de suite. Oui. Alors, une question qui portait plutôt sur le bâtiment de bureau, concernant la zone d'exposition au bruit. Savoir est-ce qu'on est bien en BR3. La forte différence entre le projet de base et celui de fenêtres non ouvrables laisse supposer que malgré les contraintes acoustiques, on prend en compte une bonne ouverture des fenêtres. Le scénario d'ouverture par défaut n'est-il pas trop optimiste? Alors oui, effectivement, même si on est BR3, on a une ouverture des fenêtres qui est prise en compte par le moteur, qui est plus faible que si on est BR1, mais on a quand même de l'ouverture de fenêtres qui est possible, qui est modélisée dans le moteur. Après, la question de savoir si c'est optimiste ou pessimiste, ça c'est difficile à dire. Mais effectivement, il y a une grosse différence entre l'impossibilité totale d'ouverture des fenêtres et le fait d'être BR3. D'accord. Une question qui était plutôt, je crois, sur le bâtiment d'enseignement. Comment sont pris en compte les BSO et ouvrants non automatisés? Les BSO? Oui. En fait, alors, c'est modélisé à travers une matrice, en fait. C'est un peu... Bon, je ne sais pas si ça vaut le coup de rentrer dans des détails techniques, mais en gros, on va renseigner un facteur solaire par orientation à travers une matrice, en fait, qui va déterminer pour chaque orientation et inclinaison le facteur solaire résultant du BSO et le facteur de transmission lumineuse.
D'accord. Une question sur la surventilation mécanique nocturne, mais finalement, vous avez répondu quasiment en direct, qui était complétée par une petite interrogation sur la surventilation nocturne naturelle. Est-ce que le sujet est traité ou... Alors, c'est un peu délicat parce qu'en fait, si on est en gestion manuelle, on aura un scénario par défaut. On pourra le valoriser si on a une gestion automatisée. C'est-à-dire si on a une gestion automatisée de l'ouverture des fenêtres la nuit voilà. C'est vraiment l'automatisation qui va être valorisée. Par contre, le fait d'avoir de la ventilation naturelle possible, si on a une gestion manuelle, en fait, ce sera le moteur de calcul qui considérera un ratio d'ouverture par défaut, une ouverture possible ou non. En général, c'est très faible comme prix de compte. D'accord. Puis une question qui vient d'être également relancée à l'instant sur la typologie d'isolation utilisée. ITE, ITI, ITR. C'était ITI, oui. D'accord. Après, sur la nature d'isolant, mais bon, je suppose que ça n'a pas d'impact en tant que tel. Non, puisque là, on a renseigné l'inertie par classe à travers la méthode forfaitaire, donc, qui détermine la classe d'inertie en fonction du nombre de parois lourdes qu'on va avoir dans le bâtiment, dans le local. D'accord, moi je pense qu'on a fait le tour des questions. On va pouvoir passer à la troisième présentation. Merci beaucoup pour cette deuxième séquence. On va maintenant passer donc la parole à Carlo Danuk, architecte, qui, si j'ai bien compris, va nous parler de la douceur de l'été breton. C'est ça, Pierre? Tout à fait. Donc, je reprends le partage. Oui. Alors, il est parti où mon fichier? Est-ce que vous le voyez? Ça fonctionne. Hop. Il est plein écran. Il est en plein écran? Pas encore. Si tu peux le basculer en plein écran, ce sera plus confortable pour tous. C'est parfait, merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci pour les exposés précédents. L'analyse par thématique des différents bâtiments est très intéressante. Donc, moi, j'ai appelé notre exposé Sous le soleil des Bretons parce que c'est vrai que la notion du climat est essentielle dans l'approche architecturale et de plus en plus. Donc, sous le soleil des Bretons, parce que nous travaillons entre autres en Bretagne, on travaille en Alsace, on travaille en Savoie, et les contraintes climatiques ne nous amènent pas à avoir forcément les mêmes réponses. Donc, j'ai mis pour illustrer quelques petits schémas connus de tous, puisque la Terre penche, donc c'est celle qui amène nos saisons et qui fait que le soleil ne se couche pas à la même hauteur, ne se couche pas à la même orientation en hiver, aux équinoxes, au solstice d'été. Et c'est vrai que c'est ça qui fait que dans notre région, enfin en France, et puis en fonction des différentes latitudes, qu'on a des lumières en fait qui varient, qui sont liées aussi au confort à l'entrée du soleil dans les bâtiments. Il est plus ou moins haut sur l'horizon, plus ou moins bas en fin de journée. Et donc, chaque territoire et chaque localité, en fait, répond à des contraintes météo qui sont différentes. Et ça, c'est vrai que localement, l'analyse ou la connaissance de ces éléments astronomiques, en fait, sont essentiels. Alors, c'est vrai qu'en Bretagne, qu'on soit à Rennes ou Saint-Brieuc, c'est pas forcément la même approche climatique. Sur Rennes, on se rapproche de temps en temps d'un climat continental, donc on a des très fortes chaleurs en été, ce qu'on n'a pas sur la côte nord, par exemple, de la Bretagne, où on est soumis au vent, à des vents très forts, qui sont, à mon avis, très contraignants par rapport aux protections solaires extérieures. On parlait beaucoup de BSO tout à l'heure, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a posé des brisques de soleil orientables et mobiles, eh ben, on voit qu'au bout de quelques années, ils sont très abîmés par la puissance du vent. Donc, les moteurs sont à changer, donc nécessitent des entretiens. Donc, c'est des éléments très importants qu'on a décelés depuis longtemps et qu'on a choisi d'éviter dans nos architectures, même s'ils sont très, très pratiques, on l'a vu, pour se protéger des apports externes du soleil. Et donc, tous ces éléments d'architecture, l'orientation, va faire naître en fait des formes architecturales
qui sont complètement variés sur la planète. Donc, on peut voir en Norvège, dans les pays scandinaves, où il y a une recherche absolue de la lumière. Donc, des bâtiments sont de plus en plus vitrés, donc avec toutes les contraintes que ça apporte sur le vitrage et la protection solaire. Ou alors sur des pays méditerranéens ou africains où, effectivement, on fuit un petit peu le soleil au niveau des ouvertures. Donc, là, ça se caractérise par des architectures très, très épaisses, en terre souvent, ou en lourd, pour avoir de l'inertie, avec des baies qui sont plus petites. Et donc, les gens vivent dehors aussi et profitent des paysages à l'extérieur. Mais ce n'est pas parce qu'on doit se protéger du soleil qu'on ne doit pas profiter aussi des vues sur les paysages. Donc, le désir ou la recherche du confort à faible consommation énergétique constitue une mutation essentielle de l'architecture. Je l'ai dit parce que c'est vrai que toute l'architecture moderne, en fait, qui a été dessinée sur les poteaux-poutres, les grands bandeaux vitrés, les porte-à-faux, les failles, etc., tous ces éléments qui ont marqué l'architecture moderne peuvent être remis en cause par l'architecture d'aujourd'hui, qui, dans la recherche de la performance thermique, on va dire, est plutôt compacte dans un sens. Donc, on limite les porte-à-faux, on limite les creux, les failles, les découpes. On va vers un coefficient de compacité le meilleur possible pour avoir le meilleur rendement thermique possible. Et puis, dans un autre sens, on va être obligé de se protéger du soleil parce qu'on va faire des enveloppes étanches à l'air et on va se diriger vers des bâtiments qui font un peu office de bouteilles thermos quelque part. Mais il va falloir rajouter des toitures en porte-à-faux, mettre des façades en retrait, créer des creux pour se protéger du soleil. Voilà, et toutes ces, on va dire, ces antagonismes, enfin, ou ces éléments qui sont un peu contradictoires, c'est une nouvelle forme de contrainte architecturale qu'il faut qu'on gère, nous, architectes, au jour le jour, pour trouver le juste milieu et maintenant rentrer dans les critères de la RE 2020. Donc, je passe rapidement. Et donc, voilà, donc certaines conceptions des canons de la conception architecturale sont bouleversés. Donc, on va vers d'autres formes et d'autres écritures architecturales qui se révèlent. Maintenant, on voit beaucoup plus d'architecture en bois avec des volumes beaucoup plus, on va dire, cubiques, si on veut simplifier. Mais il faut faire attention à ne pas faire que cette architecture devienne pauvre parce qu'on l'a gommé, on a effacé tous ces éléments qui font ses caractéristiques. Et puis, il ne faut pas tomber non plus dans une architecture qui est issue des logiciels à tout prix, tel que la tendance le veut, parce que c'est plus simple. Donc, à notre sens, tout reste à inventer. Aujourd'hui, enfin, il y a déjà beaucoup de projets qui sont dans la recherche et qui avancent dans ce sens-là. Mais c'est vrai qu'on a réinventé des architectures locales qui sont contemporaines, mais qui s'adaptent aux situations très précises du climat. Et c'est vrai que notre travail dans les Côtes d'Armor, entre autres, nous a amené à arriver aujourd'hui, après une quinzaine d'années d'essais, de tentatives, de remarques, parce que aussi on vit sur place et qu'on connaît le climat, spontanément et intuitivement par exemple, à éviter d'avoir des brise-soleil, à se dire que même si en Bretagne il ne fait pas super chaud, qu'on échappe aux canicules, et bien on peut avoir très très chaud par moment dans des bâtiments qui sont étanches à l'air et très bien isolés. Et ce n'est pas forcément en été, mais ça peut être aussi en mi-saison. C'est pour ça que la notion de confort d'été, elle va au-delà de l'été, elle va en mi-saison. Elle peut être au mois de mars, quand on a les soleils très bas et qui rentrent dans les bâtiments, notamment dans les bâtiments d'enseignement, où ça peut être extrêmement dérangeant pour les élèves. Voilà. Et donc, là, je fais une petite liste des éléments en fait, qui ont déjà été évoqués dans les exposés précédents et qui sont repris en partie dans la RE 2020. Les ingrédients du confort d'été. Donc, pour nous, l'essentiel, c'est l'orientation des bâtiments. Effectivement, même si on voit que les gains entre l'orientation d'un bâtiment est-ouest et nord-sud n'est pas énorme, mais ça engendre un certain nombre de facteurs, notamment sur l'éclairage naturel qui sont liés à l'orientation. Par exemple, si on se met nord-sud, on se protège plus facilement des rayonnements et on peut éviter d'avoir des protections mobiles extérieures motorisées ou qui sont fragiles. Donc, tout ce qui est masque solaire, effectivement, l'environnement, à modéliser, les surfaces extérieures de réflexion des sols qui sont super importantes.
Si on a des sols très blancs, on peut vite avoir des éblouissements. S'ils sont travaillés un peu plus sombres, un peu avec des pentes, on peut aussi protéger le bâtiment des rayonnements du sol. Et puis tout ce qui est protection solaire et occultation, l'inertie du bâtiment, on va voir, je vais en reparler, l'isolation et l'étanchéité à l'air, donc ça c'est un élément qui a énormément évolué depuis les RT 2012 et qui va dans le bon sens, avec l'étanchéité à l'air des bâtiments. Et donc plus un bâtiment sera étanche à l'air, mieux on maîtrisera sa ventilation. Et puis ensuite, tous les problèmes de ventilation naturelle, alors je n'ai pas de ventilation naturelle ou pas, mais que je ne vais pas forcément développer aujourd'hui. Et puis, toutes ces notions aussi de déphasage et diffusivité dans les matériaux, dans le choix, et voilà, pour essayer de voir quand le bâtiment va être confortable ou pas. Je ne rentrerai pas non plus dans ces détails-là, mais c'est des choses qu'on peut aborder. Et donc, je vais vous présenter quelques exemples de travaux qu'on a réalisés donc, dans la région de Saint-Brieuc. Alors, on n'est pas soumis au climat de la Corse, au climat méditerranéen, donc il est beaucoup plus doux. Mais on a vite remarqué que l'orientation des bâtiments était essentielle pour nous. Donc, dans cette petite école qui a été conçue en 2006 et livrée en 2008, on avait, donc le nord étant en haut à droite, on avait organisé le plan de façon à ce que la partie de l'école élémentaire donc, soit orientée, on va dire nord-nord-ouest, et que la partie maternelle était nord-nord-est. Ce qui fait que l'insolation des façades était très, très courte, un peu le matin pour peut-être amener un peu de calories, et le soir, voilà, pour donner de la lumière en fin de journée. Donc, c'était un parti pris d'orienter les classes dans cette direction et de façon à dégager la cour au sud, de façon à ce qu'elle ait du soleil toute la journée et d'avoir des protections sur les circulations qui étaient constituées par les préaux. Voilà. Et au centre du bâtiment, une salle de motricité qui, elle, était éclairée par un petit bandeau périphérique qui permettait, donc voilà une image des cours, une image des classes. Alors du coup, ces classes qui sont orientées à l'opposé du soleil, on va dire, là on les avait vitrées complètement de façon à donner aussi un cadre aux élèves maximal avec de la lumière. Donc puisqu'on profite en même temps de la lumière naturelle qui est plutôt au nord, c'est la plus belle lumière pour travailler, les ateliers sont éclairés avec de la lumière du nord. On évite donc les surchauffes pendant la journée, donc on évite d'avoir des protections extérieures sur ces façades. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a essayé depuis longtemps et qui marche très très bien. Et puis au cœur du bâtiment, donc la salle de motricité qui bénéficie donc d'un petit rayon de soleil toute la journée, parce que bon, fallait quand même capter de l'énergie. Donc là, l'idée, c'était de la capter au milieu du bâtiment avec des ouvrants de ventilation naturelle en partie haute, et puis avec le système de double flux, donc de récupérer ces calories pour les réinjecter dans le réseau double flux. Voilà, donc c'est un bâtiment qui est protégé, on va dire, et qui est confortable en toute saison, mais sans technologie de fermeture, sans pilotage automatique, avec dans chaque classe 2 grands ouvrants qu'on peut ouvrir si on veut ou pas. Et puis donc une cour qui bénéficie aussi du côté plus chaud de la chaleur du soleil toute la journée et de la lumière. Donc le challenge, c'est effectivement, en même temps qu'on se protégeait du froid, qu'on se protégeait de la chaleur, c'était aussi garantir un éclairage naturel maximum dans la journée, parce que c'est aussi une façon de limiter les consommations énergétiques. Donc une école qui est la grande sœur de Tréméloire, donc à Plédran, avec les mêmes principes. Donc ici, on est sur une façade sud-est, une école maternelle. Donc le projet a été étudié de façon à avoir aussi sud-est et sud-ouest, donc l'école maternelle, mais avec à chaque fois des grands débords de toit qui a permis de la protéger du soleil quasiment toute la journée et toute l'année. Ils sont assez profonds, hein, puisqu'on a une galerie ici au sud et puis ici un peu moins profond côté sud-ouest. Et l'école élémentaire qui, elle, est pareil, orientée nord-ouest et nord-est. Donc, toutes les classes sont protégées et les espaces centraux, donc les espaces de motricité et la médiathèque, donc elles sont éclairées par contre en partie supérieure. Et là, on a dit, OK, on récupère les calories solaires et c'est là, ces grands espaces, ces grands volumes qu'on se permet
de chauffer au maximum, puisqu'on récupère aussi les calories de ces espaces-là pour aller chercher ces calories pour les redistribuer dans le réseau de double flux. Donc, on utilise quand même les gains solaires pour le chauffage indirectement, via la ventilation double flux. Donc, ce projet, alors la seule occultation, on a quand même malgré tout mis des rideaux intérieurs dans les classes. Là, c'est pour limiter éventuellement les éblouissements le matin très tôt, quand le soleil est très très bas, et pareil le soir. Donc, le bâtiment est cependant, à l'époque, il date de 2012, il a été livré en 2012, on avait quand même des programmes, donc un programme de GTC qui permettait de gérer de la ventilation nocturne, parce que là, on s'est aperçu que même en fin de journée, même avec des vitrages, avec un mini contrôle solaire, on avait quand même des apports en fin de journée qui pouvaient faire monter le bâtiment en température au mois de mai et au mois de juin. Donc là, il y a une surventilation nocturne qui est possible. Et puis, toutes les parties communes, en fait, atrium, on a des verrières photovoltaïques ici sur le hall et puis dans l'atrium, sont équipées en périphérie d'ouvrants aussi, donc pour faire de la ventilation naturelle. Donc, il y a toujours le moyen de ventiler naturellement pour venir en complément dans les journées trop chaudes. Ça, c'est essentiel, effectivement, d'ouvrir au rez-de-chaussée et puis de pouvoir ouvrir en partie haute pour créer un tirage suffisant, quitte à ouvrir les portes des classes qui donnent sur les circulations. Donc, voilà le bâtiment. Dernier exemple, c'est le collège Jean Racine à Saint-Brieuc. Donc, on a livré en février 2021, donc il est tout frais, ouvert pour la première tranche en juin 2020, juste en sortir du Covid. Alors, sur ce projet, là, vous voyez en image, c'est un brise-soleil géant. Donc, c'est un bâtiment une solution qu'on a testée sur le collège de Bégard, c'est le même principe. Donc, le collège Jean Racine, c'est une reconstruction complète du collège actuel en site occupé. Donc, vous avez en rouge donc, le bâtiment de Jean Fauny, qui a été construit en 1960. Donc, on est venu, nous, démolir deux ailes à un moment donné pour insérer ici donc, un bâtiment neuf d'enseignement, donc avec un volume extrêmement plus compact, constitué de deux bâtiments, on va dire, un bâtiment en nord, une aile nord ici et une aile sud ici, qui sont reliés entre elles par une rue intérieure. Donc, cette rue intérieure, elle permet d'avoir une capacité optimale. Et puis donc, des éléments rapportés qui sont le préau et puis une galerie sud ici qui va faire office de brise-soleil. Donc, parti pris encore pour… donc, ça, c'est très important parce que dès les esquisses, en fait, dès l'esquisse du projet, c'est une règle de base qu'on se fixe dans tous nos projets scolaires, c'est d'orienter les façades soit au nord complètement, soit au sud. Et dans ce projet-là, il y a très, très peu d'ouverture à l'ouest et à l'est parce qu'on sait qu'on est obligé de les occulter. Donc, on a fait des tentatives en mettant des lames verticales ou des lames obliques, un tas de systèmes ou des brise-soleil orientables. Mais bon, ça ne marche pas forcément. Et puis, les brise-soleil orientables, on s'aperçoit qu'au bout de 5 ans, effectivement, ils sont tordus par le vent. Les moteurs forcent parce que ça coince, parce que les coulisses ne sont jamais super bien posées. Enfin, quand on en met 100 ou 150 ou 200 sur un collège, et bien, effectivement, c'est 200 sources de panne de moteur. Donc, on a refusé de partir dans ces systèmes. Donc, la façade nord, elle ne subit pas d'apport solaire. La façade sud, oui, elle est plein soleil, mais elle a des bords de toiture de 3 mètres et des brise-soleil sur sa façade. Autre chose aussi par rapport aux classes qui sont est-ouest, donc dès l'instant, on est obligé de fermer soit des volets roulants extérieurs, soit des brise-soleil orientables. Et ben, on voit bien que les enseignants, si ce n'est pas automatisé, sortent de leur cours et laissent les volets fermés, etc. Même avec des rideaux à l'intérieur des classes, ce qui est le cas ici, on s'aperçoit que l'utilisation des vidéoprojecteurs aussi amène les enseignants à fermer les classes. Et donc, souvent, les classes restent fermées toute la journée. Alors, ça va un peu au-delà du confort d'été, mais
Mais en fait, on s'aperçoit que le besoin d'obscurité dans les classes, elle est liée au tableau, en fait, aux tableaux Velleda qui sont brillants. Et donc, les élèves sont gênés en fond de classe par les reflets en fait, des façades sur ces tableaux. Donc, en travaillant sur des tableaux mat, on s'aperçoit que ces reflets ne gênent moins. Et donc, on peut travailler avec les vidéoprojecteurs avec des fenêtres ouvertes. L'idée étant que, pareil, on ait le maximum de lumière naturelle dans les classes. Alors, au nord, ça marche bien. Et au sud, ça marche très bien avec l'histoire de brise-soleil en tablette qui ramène aussi de l'éclairage. Cependant, au nord, pour avoir un confort maximal, on a quand même mis des vitrages à contrôle solaire. Même si on est plein nord, on s'aperçoit que sur les simulations thermiques dynamiques, on a des surchauffes en fin de mois de mai et au mois de juin. Alors, le bâtiment, il a été simulé tout au début donc avec le bureau d'études d'Ingirop à partir d'une STD faite sur Confi Pléiade. Donc là, chaque loco a été modélisé. Et c'est là où, effectivement, on a un petit peu en attente de la RE 2020, mais on sait qu'on n'arrivera pas à faire ce même travail quand on parlait de degrés heure globalement sur un bâtiment. On s'aperçoit effectivement que dans ce genre de bâtiment, ils sont plus chauds au N2 qu'au rez-de-chaussée. Et donc ça, avec la STD, on est capable de le déceler. Avec la RE 2020, je ne pense pas qu'on y arrivera. Donc, au final, on sera quand même obligé de modéliser le bâtiment en simulation thermique dynamique et à la fois sur le calcul réglementaire. Donc, cette simulation thermique dynamique, elle nous a amené à réfléchir dès le début sur l'inertie du bâtiment. Donc, dans notre démarche, effectivement, pour nous, il est évident de construire avec le maximum de bois actuellement. Mais on avait un budget qui ne nous permettait pas, et donc on s'est dit qu'on allait construire des parties en béton et des parties en bois, et qu'on allait voir ce que ça donnait au niveau de l'inertie du bâtiment. Donc après plusieurs simulations, on en est arrivé à ce schéma ici qui a fait qu'on a positionné un bâtiment en béton sur la partie nord et un bâtiment en bois sur la partie sud. La partie sud pouvant être déchargée beaucoup plus vite que la partie nord, prenant plus de chaleur, on pouvait aussi la décharger plus facilement avec de la ventilation naturelle. Et la partie nord qui était au nord, on l'a laissée en lourd, de façon à ce qu'elle garde au niveau de son inertie toutes les calories ingurgitées, on va dire, par le bâtiment. Donc même quand on est en mi-saison et qu'il fait chaud et qu'on a une verrière et que la partie sud rejette des calories, eh c'est la partie nord qui les conserve, parce qu'on sait que la partie nord reste plus fraîche que la partie sud par sa position. Donc, les calculs ont montré qu'on gagnait 5% en économie d'énergie en mettant le bloc béton au nord par rapport au sud. Voilà. Alors, c'est très difficile à vérifier dans les faits, mais bon, ça a été une démarche qui nous a intéressés. Et puis, pédagogiquement, on se retrouve avec un collège qui a un volume en béton et un volume en bois. Au-delà de ça, les planchers alvéolaires en béton nous permettaient de franchir des grandes portées pour installer les amphithéâtres, les salles de musique qui avaient aussi besoin d'acoustique, ce qui était plus facile à faire en béton qu'en bois. Donc, au final, le collège, c'est un bâtiment qui est très, très simple, qui est emballé par cette façade sud. Donc, au début, la crainte, c'était de se dire, est-ce que si on découpe le paysage horizontalement avec ces brises-soleil fixes, qu'est-ce que ça va donner? Bon, on s'aperçoit que vu qu'il est à 3 mètres de la façade, c'est absolument pas gênant, c'est même assez intéressant comme effet. Et donc, l'inclinaison des lames, ce sont des lames en aluminium prises entre des poteaux en Douglas sur celui-ci. Donc, elles sont inclinées de façon à ce que le soleil ne rentre pas du tout sur la façade sud entre mi-avril et mi-septembre. Donc, au-delà avant cette date et après la date de mi-septembre, effectivement, le soleil peut venir taper dans les fenêtres, mais on estime qu'il n'y a plus de surchauffe sur la région de Saint-Brieuc. Il y a de l'éblouissement qu'on gère avec les stores, les rideaux intérieurs. Donc là, on a une image effectivement d'un bâtiment très compact. Quand je disais que effectivement les nouvelles réglementations thermiques nous amenaient à concevoir les bâtiments de façon de plus en plus compacte, et puis de rejeter en extérieur tous les dispositifs de protection. Alors, c'est protection à l'eau pour le collège, pour le préau, et puis sur la façade sud, la galerie sud, qui permet d'avoir une façade sud qui est toute simple en fait.
Et puis ici, donc on est dans l'entrée du collège, on va rentrer dans la rue intérieure, donc avec la coupe où on voit le brise-soleil. Alors initialement, on avait géré une partition différente des lames, mais finalement, ça ne changeait pas grand-chose, et donc elles ont été posées de la même façon sur toute la hauteur. Et ici, donc la rue intérieure, donc, qui elle est équipée de capteurs photovoltaïques. Donc là, la rue intérieure elle est complètement vitrée, mais la simulation thermique dynamique nous a permis d'équilibrer la densité de capteurs solaires par rapport aux apports externes solaires qu'on voulait pour rendre le bâtiment passif, et à la fois pour servir d'ombrière et de production photovoltaïque. Donc il y a eu un calcul qui a mis pas mal de temps itératif, qui a mis pas mal de temps à se mettre en place. Ce qui fait que quand on rentre dans le collège, on a l'impression d'être à l'extérieur, mais il ne fait pas chaud dans cette rue intérieure, sauf un peu dans les étages, pour gérer les surchauffes éventuelles. Donc, on a des ouvrants en partie extérieure, et sur la partie du rez-de-chaussée, on a des galeries d'accès qui liaisonnent la rue intérieure à la cour, avec des volets, des grilles perforées en fait, qu'on peut laisser ouvertes même pendant les vacances, de façon à ce que le bâtiment puisse ventiler en période chaude, même quand les élèves ne sont pas là. Toutes les salles de classe sont équipées d'ouvrants, à la française. Et sur ces ouvrants, on a positionné une tôle perforée de façon à ce que la fenêtre soit en libre service. Parce que dans les établissements d'enseignement, on est soumis donc à la contrainte de la sécurité et de la défenestration. Donc la région Bretagne et puis les départements nous demandent de mettre des serrures à clé ou des limitateurs d'ouverture, ce qui gêne la ventilation naturelle dans les locaux. Donc là, on a mis une grille perforée dans chaque fenêtre, ce qui évite d'avoir, déjà ça fait une sécurité, donc on peut ouvrir la fenêtre complètement, donc on perd un peu en surface de ventilation du fait de la perforation, mais on est beaucoup plus performant en surface de ventilation que d'avoir juste un OB qui sera ouvert à 11 ou 15 degrés. Donc ça permet également d'éviter les intrusions de volatiles, de gros insectes. Et puis quand on est en façade nord, la pluie aussi est cassée par ce masque en fait en tôle perforée. L'intérieur du bâtiment est lui en sol textile, ce qui fait que l'acoustique est assez calme. Et donc on peut ventiler chaque classe en plus. Il y a beaucoup d'enseignants qui travaillent avec les portes ouvertes, et donc avec la rue intérieure, on fait un courant d'air très très facilement. Voilà, donc depuis le collège de Bégard, maintenant 2 ans et demi de service, ils sont relativement confortables. Donc le confort d'été, il est réglé par cette façade. Et puis par rapport à la toiture, donc en toiture, on est en charpente de bois avec 40 cm de ouate de cellulose, et puis un foam glace posé sur la toiture en surisolation complémentaire. Voilà, donc c'est des bâtiments qui sont au niveau passif, au niveau consommation énergétique, donc au sens Passiloff, et qui, après quelques années, après quelques tentatives, donc doivent être confortables. Alors ils sont équipés aussi d'une GTC, donc on a beaucoup de sondes de température dans les classes, donc on voit bien qu'effectivement dans les étages il fait un peu plus chaud qu'au rez-de-chaussée. Mais pour l'instant, on n'a jamais eu de retour d'inconfort dû à la température, que ce soit à Bégard ou à Racine. Voilà, donc voilà la rue intérieure. Donc vous voyez les capteurs photovoltaïques. Alors c'est sûr que ça fonctionne peut-être dans la région briochine, parce qu'effectivement, on a moins de soleil que sur une région continentale. Mais ça permet aussi d'adapter une architecture au contexte local. Je ne dis pas que ce bâtiment-là, il est reproductible n'importe où, c'est sûr, mais qui fonctionne à Saint-Brieuc. Voilà, je vous remercie de votre attention. Activer le micro de Maurice. Pour faire un petit tour des questions éventuelles qui sont apparues pendant la présentation. Merci pour cette présentation. Puis, il n'y avait pas vraiment de réaction en tant que telle sur la présentation de Pierre, mais ça tourne beaucoup autour des sujets précédents, tout ce qui est inertie des parois, l'impact du style isolant sur le confort d'été. J'ai vu que Didier et Laurent ont répondu directement dans le chat, mais peut-être que je vais laisser les 2 spécialistes faire un bref topo là-dessus, ça sera plus constructif.
Si Laurent, tu souhaites compléter ta réponse ou Didier, revenir un petit peu sur ce que tu as évoqué. Enfin, je crois qu'effectivement, hein, les réponses étaient assez claires et argumentées hein, sur l'effet du passage des matériaux biosourcés et des isolants en bois. C'est une solution, on va dire, complémentaire à mettre en œuvre, notamment pour des bâtiments qui seraient plutôt à faible inertie. Mais c'est pas, on va dire, la solution qui va permettre de traiter le confort d'été. Le confort d'été, comme l'a montré Pierre, ça se traite d'abord par la gestion des apports solaires, puisque 80% de la solution, elle passe par la maîtrise des apports solaires. Avec aussi, bien sûr, une bonne prise en compte des apports internes et une capacité de décharge qui est optimisée et qui tient compte aussi de l'usage des bâtiments. Et là aussi, merci Pierre pour ta présentation parce que tu as bien montré qu'il ne s'agit pas de faire des beaux bâtiments complexes, mais qu'il faut aussi prendre en compte l'usager et sa capacité de relation, la capacité de l'usager à interagir avec le bâtiment. Et que voilà, si on veut avoir des bons résultats, c'est indispensable de prendre en compte, on va dire, cette capacité d'interaction entre l'usager et le bâtiment. D'accord, merci. Une question là spécifique justement sur le dernier bâtiment, tout l'aspect éclairage naturel finalement avec les brise soleil, des bords de toiture, tôle perforée, est-ce que l'éclairage est encore satisfaisant? Si on a perdu Pierre Béou. Ah pardon. Ouais. Est-ce que l'éclairage naturel est satisfaisant? Alors, sur la façade sud? Alors c'est vrai que je n'ai pas montré de photos des façades. On a donc chaque classe à peu près a un linéaire de 4,50 m de menuiserie, enfin de châssis fixe par 1,80 m de haut. Donc elles sont très très ouvertes sur l'extérieur. Les lames en aluminium qui sont entre les poteaux, du fait de leur inclinaison et de leur couleur en fait, hein, qui est assez claire, permettent de faire une réflexion de l'éclairage sur les classes sud. Et on s'aperçoit en fait qu'on peut travailler quasiment, je veux dire, une grosse partie du temps sans apport d'éclairage artificiel. D'accord. Sauf quand les enseignants tirent les rideaux, ce qui est un vrai problème hein, dans les salles d'enseignement. Il y a des fois, on se demande mais pourquoi on met des fenêtres dans les classes actuellement du fait des pratiques courantes. Donc, il y a un gros énorme travail à faire de sensibilisation des utilisateurs. Donc, on essaye de faire des manuels, pour essayer d'expliquer comment fonctionne le bâtiment. Mais c'est vrai que il y a un grand bond à faire encore pour sensibiliser toutes les personnes qui les pratiquent en fait. Mais il y a de la lumière, c'est sûr. Ça, c'était une priorité. Hein. La lumière naturelle, c'est une priorité. C'est vrai qu'à l'intérieur du collège, dans la rue, on est en plein jour. Sur les façades nord, c'est en plein jour. Et au sud, avec les lames qui réfléchissent, ça marche très bien. D'accord, une question qui rebondit là-dessus, là, sur le type de grille perforée utilisée. Je ne sais pas si vous aviez une photo dans votre présentation sur les grilles. Non. Ouais. Parce que l'utilisateur dit que c'est souvent un point bloquant pour la ventilation naturelle dans les écoles. Ça me semble un peu étonnant, mais… Alors, la grille perforée en façade, c'est des grilles, on va dire, on a 50% de perforation à peu près. Voilà, donc ce sont des masses qui sont prises dans les menuiseries, en fait, hein, ou dans les serreurs quand on fait du mur rideau. Donc, je vais dire que c'est une bonne solution. Voilà. Qui règle un tas de problèmes et qui évite d'avoir des clés, surtout des fenêtres, etc., ou d'avoir des limitateurs d'ouverture. Et puis une dernière question là par Régis. Ces bâtiments présentés semblent performants au sens du confort d'été, mais ont-ils ou vont-ils être recalculés selon la méthode de calcul RE 2020? Alors le collège de Racine, je ne l'ai pas dit, mais il a fait l'objet de la démarche plus c'est moins. Donc on attend les résultats définitifs. Là, on a tout recalculé, et c'est vrai que ce serait intéressant de mouliner avec les nouveaux logiciels de la RE 2020, d'introduire toutes ces notions de confort d'été pour voir où on en est, si on est en dessous du seuil.
À voir, voilà, c'est pas prévu pour l'instant, mais donc nous, on a une mission de suivi énergétique sur le bâtiment pendant 3 ans. Donc il est truffé de capteurs, de calcul de consommation d'eau, de consommation énergétique sur l'éclairage, sur la ventilation, etc. Voilà, donc tout ça, ça met très long, c'est très long à mettre en place, très long à régler. On compte énormément sur nos bureaux d'études thermiques pour s'investir, alors au-delà des calculs, mais sur place aussi pour aller étalonner les sondes, étalonner les comptages, parce que le nombre de fois on a des comptages qui ne fonctionnent pas et on s'en rend compte au bout de 6-8 mois, donc on a perdu 8 mois de données bêtement. Parce que nous, ce qui nous intéresse en tant qu'architecte, c'est de vérifier si les logiciels sont fiables. Alors, on sait bien que les logiciels réglementaires, en fait, ne vont pas nous donner des consommations réelles à terme. Donc, c'est vrai qu'on se fie plus sur la STD au départ ou sur le PHPP pour approcher réellement nos bâtiments. On espère que la RE 2020 se rapproche un peu plus de la réalité des choses, en fait. D'accord. Merci pour cette réponse intéressante. On va peut-être passer à la fin ou au mot de conclusion de Rémi. Là, on déborde un petit peu sur le temps. On a passé de quelques minutes à peine. Donc, merci beaucoup à Louis Bory du CEREMA, Laurent Mazier de Tribu Énergie et Pierre Béhoud de Link Architect pour leur présentation. Pour vous dire que tout ce qui a été dit là est enregistré, sera disponible sur le site de Bâtilab d'ici quelques jours, de même que pour les présentations. Et puis on se retrouve dans une semaine, lundi prochain, même heure, 14h, pour aborder le dernier volet, ACV, bilan carbone, et finir ainsi ce petit tour d'horizon de la RE 2020. Merci beaucoup Jean-Maurice Carbon, Adrien Bretagne et Didier Mon pour la préparation de ce webinaire. À lundi prochain. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Merci. Merci. Bonne fin de journée à tous et puis merci pour les échanges et les présentations.